Vous pensez que la richesse, ce sont des voitures en or et des gratte-ciel? Et si je vous disais qu'il existe un pays à peine grand comme la Corse, qui possède des morceaux de Londres, de Paris et même de votre club de football préféré? Un pays où l'on paie presque tout à ses citoyens, du mariage à l'électricité, où il n'existe pas d'impôt sur le revenu, où la police circule en Lamborghini et où les stades sont rafraîchis par la climatisation en plein désert. Ce n'est pas un mirage, c'est le Qatar. Vous êtes sur la chaîne Histoire sans filtre. Aujourd'hui, nous allons voir comment un minuscule désert est devenu un acteur mondial qui contrôle le gaz, les médias et même la politique internationale. Première partie, vitrine du futur, un paradis pour les siens. Le Qatar, selon les chiffres officiels, est le pays le plus riche du monde en termes de revenus par habitant. Si vous êtes né qatari, considérez que vous avez tiré le billet gagnant du jackpot. Un terrain gratuit, un prêt sans intérêt pour une villa, des études financées par l'État dans n'importe quelle université du monde, d'Oxford à Harvard, une médecine moderne et des réductions sur les services publics. Et les impôts? Ils n'existent tout simplement pas. Le Qatar n'est pas seulement un pays. C'est une immense entreprise où les citoyens sont actionnaires et où la principale source de revenus est le gaz naturel liquéfié qu'il fournit à l'Europe, à l'Asie et au reste du monde. D'un point de vue géographique, le Qatar est une minuscule péninsule dans le golfe Persique, voisine uniquement de l'Arabie Saoudite. Son territoire est à peine plus grand que la Corse. Le climat y est chaud et aride. En été, la température dépasse 45 degrés et il pleut presque jamais. Le littoral est baigné par les eaux chaudes du golfe Persique, tandis que l'intérieur est composé de déserts, de dunes et de rares oasis. Le pays ne possède ni rivière ni lac, et les nappes phréatiques le sont limitées. L'eau douce doit être obtenue par dessalement de l'eau de mer. Ainsi, une bouteille d'eau coûte plus cher qu'un litre d'essence. La capitale du Qatar est Doha, une métropole moderne avec ses gratte-ciel, ses quartiers d'affaires et ses musées de renommée mondiale. On y trouve des lieux emblématiques comme le Musée national du Qatar, le Musée d'art islamique, ainsi que les quartiers de Lusail et de Mishreb. Tout cela fait de Doha le symbole des ambitions du pays et sa vitrine face au monde. Mais à côté de cela, existent des règles strictes. Le Qatar demeure une monarchie absolue. Tout le pouvoir est concentré entre les mains de la famille Al Thani. Il n'y a pas de parti politique, pas de manifestation non plus. Et même si la vitrine brille d'or et de verre, derrière la façade règne un contrôle total. L'alcool n'est disponible que dans les hôtels de luxe pour étrangers. Les marques d'affection en public ne sont pas bienvenues. Les caméras de surveillance sont partout. C'est un monde où le luxe cohabite avec une surveillance permanente. Et surtout, toute cette splendeur n'est pas bâtie par les citoyens eux-mêmes, mais par des travailleurs venus de l'étranger. C'est là que s'ouvre l'envers de l'histoire qatari. Deuxième partie, l'envers du décor, les ombres sur le sable. 90% des habitants du Qatar ne sont pas des locaux, mais des travailleurs venus de l'étranger. Ce sont eux qui construisent les gratte-ciel, conduisant les taxis, travaillant dans les maisons et les restaurants. C'est grâce à eux qu'a pu avoir lieu la Coupe du Monde de football en 2022 avec la construction de stades climatisés en plein désert. Pendant de longues années, le système de la kafala a été en vigueur. L'employeur devenait en réalité le sponsor de la personne. Il confisquait son passeport, contrôlait ses déplacements et même sa possibilité de rentrer chez elle. Officiellement, ce système a été réformé. Mais ces traces demeurent encore aujourd'hui. C'est sur leurs épaules que repose toute la façade brillante de Doha. Le deuxième paradoxe concerne la condition des femmes. D'un côté, les Qataris comptent parmi les femmes les plus instruites de la région. Elles étudient à Oxford et à Harvard et occupent des postes dans les affaires, dirigent des fondations. Le visage de cette ligne progressiste est la légendaire Cheka Moza, mère de l'actuel émir. Mais de l'autre côté, le pays conserve le système de tutelle masculine. Beaucoup de décisions importantes, qu'il s'agisse de voyager à l'étranger ou de se marier, exigent encore officiellement l'autorisation d'un parent masculin. Cela crée une cage dorée, un enseignement de niveau mondial, un style de vie luxueux, mais des libertés limitées. Arrêtons-nous donc sur ce phénomène de la cage dorée. Qu'est-ce qui se cache derrière l'éclat des parfums de luxe, de la baya noire et d'une image publique parfaitement soignée? En y regardant de plus près, les barreaux de cette cage apparaissent de plus clairement. L'un de ces paradoxes est l'institution de la famille. Imaginez la polygamie au XXIe siècle. Au Qatar, un homme peut légalement avoir jusqu'à 4 épouses et la première n'a aucun droit de veto. Aujourd'hui, vous êtes l'unique et demain, votre mari aimant, père de vos enfants, peut ramener à la maison une nouvelle épouse plus jeune. Selon la loi islamique, il est tenu de subvenir aux besoins de toutes de manière égale.
Mais est-il vraiment possible de partager équitablement non seulement l'argent, mais aussi l'amour, l'attention, les nuits? Cette question reste derrière les portes closes des chambres, transformant la vie de nombreuses femmes en compétition permanente. Et ce n'est pas tout. Le système de tutelle s'immisce jusque dans les sphères les plus intimes. Une femme peut avoir besoin de l'autorisation de son mari ou de son père pour certaines procédures gynécologiques. Son corps, sa santé, et encore une fois, c'est un homme qui décide. Et qu'en est-il du divorce? Si une femme ose le demander, alors à partir d'un certain âge, garçon à 13 ans, filles à 15 ans, la garde des enfants revient automatiquement au père. Elle peut être riche et instruite, mais elle risque de perdre l'essentiel. C'est un levier de contrôle redoutable. Et en toile de fond de tout cela existe le monde fermé des soirées féminines. Là où les hommes ne sont pas présents, les abayas tombent, révélant les dernières collections de Chanel et Dior. Elles parlent affaires, art, et oui, des hommes. C'est leur échappatoire, leur petit territoire de liberté, jalousement protégé. Un monde de double standard où le jour vous êtes le symbole modeste de la nation et le soir, la reine d'un bal secret. Et tout cela dans un pays qui, il y a seulement 70 ans, vivait encore de la pêche aux perles et d'un mode de vie nomade. Voyons maintenant qui a changé son destin. Troisième partie, le gaz et les caméras, les armes du Qatar. La véritable richesse du Qatar, ce n'est pas le pétrole mais le gaz. Dans les années 1990, l'émir Hamad Ben Khalifa Al Thani a misé sur le plus grand gisement de gaz au monde, le Nord. À l'époque, tout le monde considérait sa décision comme insensée. Mais il avait raison, le gaz est devenu le carburant du XXIe siècle. Le Qatar a investi des milliards dans des usines de liquéfaction du gaz et dans une flotte de méthaniers. Aujourd'hui, le pays est le leader mondial de l'exportation de gaz naturel liquéfié. Quand l'Europe a perdu une partie de ses approvisionnements en provenance de Russie, ce sont vers le Qatar que les dirigeants du monde se sont tournés pour de nouveaux contrats. Mais le pouvoir ne s'est pas limité au gaz. En 1996 est née la chaîne Al Jazeera. Dans une région où les médias étaient uniquement sous contrôle des autorités, ce fut une révolution. Al Jazeera y a montré la corruption, les protestations, les crises. Pendant le printemps arabe, elle s'est transformée en catalyseur du changement. Ainsi, le Qatar a appris à maîtriser non seulement l'énergie, mais aussi l'information. Le gaz est son portefeuille, les médias son porte-voix. Ensemble, ils transforment ce petit désert en un centre mondial d'influence. Quatrième partie, tourisme, musée et échecs sur le sable. Aujourd'hui, le Qatar façonne activement une nouvelle image, non seulement comme superpuissance énergétique, mais aussi comme centre culturel et touristique du Moyen-Orient. Le musée national du Qatar, créé par l'architecte Jean Nouvel en forme de rose du désert, est devenu le symbole de la renaissance de la nation. Le musée d'art islamique, qui rassemble des chefs-d'œuvre couvrant 14 siècles, est une véritable déclaration d'ambition culturelle. Le souk Waqif, un marché oriental où l'on vend des épices, des tissus, mais aussi des faucons avec leur propre passeport et leurs soins médicaux. Les quartiers de Mchereb et de Lusail, une tentative de montrer que le Qatar construit des villes du futur et ne se contente pas de jouer au gratte-ciel. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Chaque bâtiment, chaque musée, chaque acquisition d'actifs à l'étranger fait partie d'une stratégie. Qu'il s'agisse du club de football Paris Saint-Germain, du gratte-ciel de Shard à Londres ou d'actions dans les géants de l'automobile. C'est une partie d'échecs à grande échelle où le Qatar s'efforce de placer ses pièces au point clé du monde. Cinquième partie, contraste et défis de l'avenir. Mais derrière cette vitrine subsistent des questions. Peut-on être un phare du progrès tout en restant une monarchie absolue? Peut-on bâtir des gratte-ciel sur le travail de ceux qui n'ont pas de véritable choix? Que se passera-t-il lorsque le gaz cessera d'être le roi de l'énergie? Le Qatar tente d'y répondre en investissant dans les projets verts, l'intelligence artificielle et le sport. La Coupe du Monde de 2022 n'a pas seulement été une fête sportive, mais aussi une manière d'affirmer « Nous sommes là et nous jouons dans la cour des grands ». La meilleure période pour visiter le Qatar. On peut s'y rendre à n'importe quel moment de l'année. Mais il faut garder à l'esprit que de mai à octobre, 40 degrés dans tout le pays est une température tout à fait normale. La période idéale pour les vacances balnéaires est le printemps et l'automne. Toutefois, il faut savoir qu'en avril-mai a lieu la principale fête musulmane, le Ramadan. De nombreux établissements peuvent alors être fermés. Même si le Qatar compte surtout des hôtels 5 étoiles, les amateurs de voyages indépendants trouvent un premium abordable et même dans les hôtels économiques, on peut se sentir comme un invité de marque. Les hôtels 2 étoiles proposent des chambres propres avec climatisation, salle de bain privée et petit déjeuner. Pour une chambre en auberge partagée par 8 personnes, il faut compter environ $7. Les appart-hôtels facturent à partir de $40 par nuit.
Pour une chambre double simple dans un hôtel, il faudra prévoir environ 80 $. Quant aux hôtels 5 étoiles, le prix moyen d'une chambre atteint environ 180 $. Le Qatar n'est pas seulement un pays, c'est une expérience grandiose. Une petite portion de désert peut-elle s'acheter l'immortalité? Un minuscule État peut-il devenir un arbitre mondial grâce à l'argent, aux médias et à l'énergie? Le Qatar démontre que, au XXIe siècle, l'argent et l'information deviennent plus puissants que les armées. Et peut-être qu'en regardant ce petit oasis au milieu des sables, nous voyons notre propre avenir. Vous étiez sur la chaîne Histoire sans filtre. Abonnez-vous pour découvrir encore plus de pays qui changent le monde depuis l'ombre.